Oubliez la version tout public de Netflix. La vraie vision de Zack Snyder, la vraie saga Rebel Moon et son univers débute ici. Le Director's Cut est la seule version qui importe. Salut et bienvenue sur Anakaland. Comme promis, je reviens aujourd'hui avec une critique détaillée de la version Director's Cut de Rebel Moon de Zack Snyder. Vous vous rappelez peut-être qu'à l'époque, j'étais de ceux qui avaient été déçus par la première partie du film, mais qui avaient apprécié la seconde, contrairement à bon nombre de spectateurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces versions longues non censurées qui corrigent une grande partie des défauts initiaux, et qui, avec leur nouveau titre, expriment clairement qu'ils ne sont pas les mêmes films. Ils racontent presque une autre histoire, ou en tout cas nous annoncent quelque chose de bien plus profond. L'enfant du feu devient le calice de sang, alors que l'entailleuse devient la malédiction du pardon. Toutefois, ça fait longtemps, et avec plus de 6 heures de visionnage, je n'ai pas pris le temps de tout revérifier par rapport aux versions courtes. N'hésitez donc pas à me faire part des changements importants que j'aurais pu oublier. Je vous invite également à consulter ma playlist avec les critiques et analyses précédentes pour ne pas tout répéter ici. Je vais plutôt me concentrer sur les ajouts de ces nouvelles versions. Pensez aussi à vous abonner et liker la vidéo si vous souhaitez montrer votre soutien au travail fourni sur la chaîne. Merci d'avance. Avec cette Director's Cut, tout prend enfin du sens. La vision de Snyder est claire et généreuse. On aime ou on n'aime pas, c'est certain, mais au moins cette version est complète et offre une expérience cinématographique riche. On ne peut nier la générosité et la complétude de ces versions. La réalisation reste évidemment du grand Snyder avec son style visuel unique. Ralenti, majestueux, plan ultra symbolique, et donc un peu cliché, ainsi qu'une colorimétrie léchée. Tout comme une musique omniprésente et poignante qui ajoute une dimension épique à ces films. De nouvelles scènes et tableaux encore plus beaux que les précédents viennent enrichir l'univers du film. On voyage à travers des mondes inspirés de Rome, de l'Angleterre victorienne et bien d'autres lieux qui donnent envie d'en découvrir davantage avec des suites ou même des spin-offs potentiels. Les effets spéciaux sont excellents et surtout la violence devient plus graphique, le sang est enfin présent ainsi que les corps démembrés ou même explosés. Et ça change des espèces de feux d'artifice de plasma pour camoufler tout ça dans les versions soft. Et donc le film en devient bien plus crédible. De plus, c'est du pur Snyder, donc il s'autosuce, enfin il se référence lui-même avec 300 ou Man of Steel par exemple. Mais ça, j'en avais déjà parlé avec les versions tout public. Donc exit les versions Netflix édulcorées et bienvenue aux versions longues non censurées qui corrigent une grande partie de ce qui n'allait pas avant. La version Netflix de Rebel Moon était, selon moi, presque un gâchis. Surtout qu'au final, ça nous a spoilé les vrais films. Ceux-là. Le rythme était trop rapide et semblait précipité. Heureusement, le Director's Cut prend enfin le temps de développer l'histoire, les personnages et surtout son univers, qui au final est vraiment grandiose. On comprend pourquoi le premier volet de cette version longue dure plus de 3 heures. Il avait tellement de choses à raconter, et c'est presque incompréhensible d'avoir sorti une version autant amputée, car 3 heures ou 3h20 ce n'est pas si long aujourd'hui, surtout pour un public habitué aux grandes sagas. Ce Director's Cut permet également aux acteurs de briller davantage. Par exemple, Sofia Boutella, que je trouvais un peu trop rigide dans la version Netflix, a ici plusieurs scènes émouvantes où elle peut exprimer toute la palette de ses émotions, avec des larmes et même quelques sourires. Le principal atout de ces versions longues est le développement approfondi de ces personnages. On a enfin le temps de comprendre leurs motivations, leurs peurs et leurs espoirs. Les interactions sont plus naturelles et les relations entre les personnages sont plus crédibles. Cela donne une profondeur émotionnelle au récit qui manquait cruellement dans les versions censurées de Netflix. On a par exemple dès les premières minutes une intro très efficace qui nous présente la monstruosité du grand méchant Amiral Noble. Ainsi, il est réellement un monolithe de saloperie avant même qu'il arrive sur la lune de Velt, et on ressent déjà de la peur pour les gentils fermiers. Et donc, direct avec sa première séquence, ce Director's Cut répond à la plus grosse critique que j'avais de ces films. Les personnages n'avaient aucune substance, amis comme ennemis, pas de vraie introduction ou caractérisation. Mais là, c'est chose faite, enfin. Et de manière plutôt efficace et même visuellement captivante. Les tensions sont notamment plus palpables. De plus, les liens entre les divers personnages sont plus évidents eux aussi, mieux explicités. On a même droit, miracle, à des conversations entre les différents membres de la petite troupe, ce qui était presque inexistant auparavant, alors que c'est quand même la base d'un film construit sur un recrutement d'équipe, surtout avec des membres aussi hétéroclites. Et grâce à ça, on n'est plus seulement sur du « Hey, tu veux venir mourir pour nous ? Ouais, ok, let's go ». Car ici, chaque recrutement a vraiment du sens. Tout comme pour la grande conversation de la bande, dans le second opus, qui avant arrivait là juste pour enfin nous donner un peu de contexte, mais trop tard, et servait à justifier au dernier moment leur motivation avec plusieurs flashbacks. Mais dans cette nouvelle mouture des films, ici ils sont bien plus complets. On a même ceux de certains personnages qui étaient passés à la trappe. La conversation arrive plus naturellement avec chacun qui répond aux autres. Je ne sais pas trop comment dire, mais ça fait moins catalogue de flashbacks sans cohésion. Et donc, c'est bien mieux. Ou même, plus tôt dans le film, on a enfin du contexte sur l'élément déclencheur.
Le discours différent entre Gunnar et le chef du village Sindri, sur le sujet des récoltes. Un point quand même très important qui n'était pas du tout clair précédemment. Et tant qu'on y est, la mort de Sindri, elle aussi, est différente, bien plus trash. Et ce n'est pas la seule. Comme le carnage dans la grange qui était vraiment fade sans effusion de sang, et qui maintenant devient à la fois plus crédible et bien plus fun. Et même tant qu'on est sur le sujet de la maturité des films, le sexe devient lui aussi plus explicite, même si dans le fond ce n'est pas l'ajout le plus significatif de ces versions. Toutefois, sur ce thème de la sexualité, on a notamment les croyances des villageois pour motiver les récoltes qui devient plus cohérente. Et surtout, au tout début, on voit Cora se taper le chasseur, ce qui avait tout de même son importance. Surtout qu'il est clair que c'est pas vraiment de l'amour, ou même une véritable passion. C'est plus hygiénique ou mécanique. Enfin, lui, il est à fond, mais l'enfant du feu, elle, pas vraiment. Et du coup, plusieurs scènes du film dans sa version normale prennent un autre sens, comme la conversation entre Cora et Hagen, le vieux, quand elle retourne se coucher, qui se déroule alors qu'elle revient de son petit plan sexe. Mais avant, ça avait l'air d'être juste après la fête. On ne savait rien de la relation charnelle, et du coup, ça donne bien plus de profondeur à son lien futur avec Gunnar. En opposition notamment avec la scène de sexe avec ce dernier au début du second film, qui, pour le coup, là, devient vraiment passionnelle. On a entre eux une relation qui évolue enfin de façon plus naturelle et organique. Entre leurs nombreuses conversations qui avaient été supprimées, et même, une fois qu'ils sont ensemble, les baisers volés ou les câlins par-ci par-là. Et même de petits gestes anodins comme quand elle lui enlève une brindille des cheveux. C'est mignon, et encore une fois, plus crédible. Bref, on a droit à des persos plus humains. Même Tarak, par exemple, se tape une vieille dans le second film. Elle doit lui faire penser à sa maman, mais dans tous les cas, c'est mignon et on voit qu'il a un vrai cœur en plus d'un torse de rêve. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le côté sexuel des films n'avait que peu d'intérêt dans le fond. Y compris la scène avec l'alien poulpe style hentai bien trash. Mais qui, heureusement, ne l'était pas tant que ça. C'est moins dégueu comme ça. Même si noble, cela joue quand même gorge profonde. De plus, ces nouveaux titres, comme je le disais, reflètent la nature plus sombre et mature de ces nouvelles versions, contrastant fortement avec les titres originaux. Le calice de sang évoque un ton plus violent et sacrificiel, faisant directement référence à la princesse Issa. Le calice est Artélaïs qui a versé son sang en l'assassinant. Tandis que la malédiction du pardon suggère des thèmes de rédemption et de conséquences plus profondes. Ces nouveaux titres eux-mêmes indiquent une redéfinition de l'expérience de visionnage. Ce ne sont pas seulement des titres accrocheurs, ils annoncent un ton et une direction narrative qui sont radicalement différents des versions originales, révélant la vision mature et audacieuse de Snyder pour la saga Rebel Moon. Et le nouveau montage et toutes ces nouvelles séquences apportent une transformation radicale au film, révélant la véritable volonté du réalisateur. Le rythme des films y est énormément transformé. La première partie allait bien trop vite, sautant de séquence clé en séquence clé sans prendre le temps nécessaire pour poser les bases d'une histoire riche et complexe. La deuxième partie, quant à elle, avait un rythme plus cohérent mais n'apportait vraiment rien d'intéressant à l'univers, si ce n'est bien sûr une conclusion épique à la saga. Alors qu'à l'inverse, ces nouveaux films nous présentent presque un tout nouvel univers. En tout cas, il semblerait que ce ne soit vraiment pas le même. Il est ainsi plus vaste et donne très envie d'en découvrir plus avec des suites ou autres spin-offs. Comme par exemple certains objets qui semblaient anodins et qui n'avaient aucun contexte précédemment. Je pense notamment au sceptre de noble, qui s'avère être un fémur sacré. Ou même le truc des prêtres, les scribes, avec leurs tableaux pleins de dents, et la photo de la princesse, et leurs bouquins ou encore leur religion. Mais là où le film fait vraiment du bon taf, c'est aussi avec le bestiaire de cet univers. Tout au long des films, on voit plusieurs nouvelles créatures, comme le petit familier mignon et explosif au tout début, ou même l'espèce de colosse dans l'arène, et quelques autres comme les rats géants ou les oiseaux dans les champs. L'univers n'en est donc que plus vivant, et s'il en est un qui mérite surtout d'être mentionné, et que j'ai personnellement trouvé plutôt dingue, notamment car je n'avais rien remarqué auparavant, ce sont ces créatures géantes et humanoïdes qui sont prisonnières dans le cœur des vaisseaux. D'ailleurs, dites-moi si vous aviez remarqué, déjà dans les versions courtes, qu'elles étaient là. Si ces énormes têtes, en lieu et place de noyaux du vaisseau, étaient déjà montrées, ou si c'est vraiment un ajout de ces versions. Ces créatures mystérieuses et toutes puissantes sont donc emprisonnées et réduites en esclavage pour faire fonctionner les grands vaisseaux comme le regard du roi. Et elles ont notamment le pouvoir de créer des failles dans l'espace pour voyager à grande vitesse. Mais on comprend dès le premier film que ce n'est pas une partie de plaisir pour elles. Après avoir traversé une de ces failles pour récupérer le corps de Noble, après sa défaite face à Cora, on voit clairement cet énorme visage pleurer, probablement de douleur. Alors que tous ces tubes dans sa tête et sa bouche la forcent à déchirer l'espace-temps. Un moment à la fois fort et magnifique. Tout comme à la fin, alors que Cora s'apprête à la faire exploser, et donc à la tuer, et que celle-ci se réveille et lui parle, notamment pour lui dire comme la princesse qu'elle la pardonne, et surtout teaser une rébellion épique à venir pour ces créatures. Bref, un ajout au lore de Rebel Moon qui était sûrement l'un des plus importants pour la suite, et pour mieux comprendre cet univers qui au final est plutôt complexe. Car avant, certes, c'était souvent nouveau et joli, mais ça ne racontait pas grand-chose.
De plus, pour en revenir aux divers arcs narratifs de personnages, on découvre également avec bien plus de soin la jeunesse d'Artélaïs, et donc de comment s'organise ce monde mère, à la forte allure de Rome antique, ou même concernant Tarak et surtout Némésis qui a un véritable fond. Enfin, une véritable introduction dans ce film. On ne commence pas direct dans l'ascenseur sans comprendre ce qu'on foutait là. Disons qu'ici, elle sert à autre chose que juste défoncer une grosse araignée de l'espace, et son discours sur la vengeance et la justice prend tout son sens maintenant qu'on la connaît mieux. Et qu'on sait que son seul objectif est justement la vengeance et non pas la justice. Ironie, ironie. Issa a également droit à quelques petites scènes supprimées, dans lesquelles on découvre par exemple qu'elle porte le nom d'une ancienne reine légendaire et magique, et que la petite a hérité de ses mêmes pouvoirs. Ce qui n'est tout de même pas anodin. Tout comme pour le lien d'Artélaïs avec le roi, un roi qui était vraiment gentil et bon. Et cet appui sur l'amitié entre la guerrière et la princesse renforce d'autant plus la trahison qui vient ensuite. Le complot de Balisarius a lui aussi plus de sens. Le roi est plus sage et tempéré grâce à l'influence positive de sa fille, et il apprend les méfaits de Balisarius. Là où justement je me demandais pourquoi un roi décrit comme bon laissait faire tous ces massacres en son nom. Et donc il va tenter de destituer Balisarius de son contrôle de l'armée, pour le mettre au Sénat. Et là, on est vraiment dans la Rome antique, surtout avec l'assassinat version Brutus contre César. Sauf que le futur régent est peut-être meilleur politicien que soldat, et il va donc trahir le roi. Il en va de même pour la séquence avec la manipulation d'Artélaïs par son père, contre la princesse qu'elle aimait tant, pour en plus faire d'elle le bouc émissaire à la fin, avec une xénophobie bien plus explicite pour justifier ça, car Artélaïs n'est pas une enfant du royaume. En outre, noble et plus nuancé je trouve. Il n'est plus seulement un gros psychopathe. Certes, oui, c'en est un, mais on voit bien qu'il croit vraiment aux mensonges et à la propagande du régent et du Sénat. Il pense faire son devoir et être véritablement un héros. Et même son second, qui était au mieux oubliable avant, devient plus consistant ici. Et même, truc encore plus évident pour la bataille finale du premier film, on voit enfin pourquoi l'amiral avait seulement une petite navette au lieu de son énorme vaisseau, le regard du roi. Ou encore l'épic fail du commandant Blodax, le chef révolutionnaire, qui reste certes un gros foirage, avec un ralenti bien cliché, mais il a tout de même plus de sens et d'impact dans cette version longue. On ressent plus le côté sacrifice pour les autres. Comme quoi tout est important dans un film et pas seulement les moments badass ou l'action. Bref, ces nouveaux films prennent vraiment soin à présenter chaque aspect du lore de Rebel Moon, ainsi que ses personnages, même secondaires. Et ça, clairement, c'est un énorme pas dans la bonne direction, et j'espère que Netflix en aura conscience. Enfin, concernant la première partie, le Calice de Sang Director's Cut nous offre même un nouveau très beau final après le climax, avec l'arrivée de nos camarades sur Velt qui ne se fait plus en 2 minutes, et dans lequel on voit même la bande de Pabo qui prépare un sale truc. Sans oublier la vraie scène finale, qui était déjà vraiment bien avant et qui devient encore plus sympa ici, avec l'œil au cœur du vaisseau qui pleure. J'ai trouvé ça très graphique et cool comme je le disais plus tôt. Tout comme la résurrection de Noble et sa conversation avec Balisarius. Ici, certes, pas grand chose ne change, à part ses dents en moins, mais ça a tout de même plus d'impact à la fin d'un bon film. Et ensuite, c'est Pabo, les charognards, qui espionnent le village pendant une bonne partie du second film, avant de se faire défoncer par Jimmy, et qui ont au moins le mérite d'apporter une certaine tension supplémentaire avant la bataille finale. J'avais même pensé qu'ils auraient pu servir de baptême du feu pour les fermiers et justifier un peu plus leur super level de warrior dans la bataille finale. Mais non, ils n'attaquent jamais. Et pour finir, l'affrontement final. Leur stratégie n'est pas plus claire, elle reste un peu foireuse, à sacrifier la moitié du village dans les tranchées ou autre, plutôt que de faire tout péter dès le début, surtout que le véritable combat, celui qui compte, se déroule dans le ciel. Mais le truc du canon, il me semble que ça n'y était pas. Et ça, c'était plutôt cool aussi. Ça donne vraiment une nouvelle dimension à la tension et ça crée du rythme. Et donc, je le redis, mais c'est vraiment dommage de s'être fait spoiler le vrai film par les versions tout public. En conclusion, ces Director's Cut permettent de mieux apprécier les enjeux et les évolutions des personnages, ainsi que le lore de cet univers vraiment superbe. Dans les versions Netflix, tout allait trop vite, avec trop de bagarres, d'explosions et d'actions à la chaîne. Ici, le rythme plus lent permet de mieux digérer l'histoire et de s'immerger complètement dans l'univers de Snyder. Cette épopée épique prend tout son sens avec une fin tragique où presque tout le monde meurt, mais en accomplissant son destin. Et ceux qui restent ont à présent une nouvelle quête, encore plus importante pour toute la galaxie, retrouver la princesse Issa. Et c'est cette différence flagrante entre les deux versions des films qui souligne donc la différence et parfois l'opposition entre la vision d'un créatif, réalisateur ou auteur par rapport aux volontés d'un studio. Une chose qui a tendance à me rendre un peu fou quand je constate les apports de ces passages supprimés. Un sujet autour de l'intérêt pour les scènes coupées qui sera d'ailleurs au cœur d'une de mes prochaines vidéos concernant une autre franchise de science-fiction, encore plus légendaire, probablement même l'une des plus légendaires. Donc pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur Anakaland. Bye!